fera ça au montage, Ça marche. En post-prod. en post-prod, voilà. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, 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 ouais. Donc, on va se faire ce dernier brou là sur les mécaniques de combat. Je sais pas, vite fait là, en sondage, les gens qui sont là un peu avant qu'on commence, il y a des sujets particuliers qui vous intéresseraient dans les prochaines semaines? Des trucs qui vous viennent en tête sur Star Atlas en général? ça dépend. T'as des infos croustillantes sur le développement du jeu? Non, non. Dommage. Après, il y a encore pas mal de choses à voir sur le manuel, quoi. Puis on peut revenir sur des petits détails. Il y a pas mal de choses intéressantes à Ah ouais, il regarder. y a encore beaucoup de choses à dire Ouais, il y a sur le beaucoup de manuel, hein. choses, ouais. Oh. Il est dense, ouais. Et puis je pense que revenir un peu sur le lore aussi, ça peut être intéressant parce qu'il y a Ah, bah tu il y a plein m'étonnes. d'éléments du lore dernièrement là qui ont. Ben, en plus, ouais, on va avoir bien 3-4 épisodes de la BD là qui vont être sortis. Ouais, ouais. Ouais, Euh, le dernier est fabuleux, le dernier épisode. Moi, j'aimerais bien quand même reparler du DAO. On avait fait un live à l'époque là-dessus. J'avais dit que j'allais sortir une vidéo dessus qui est genre partiellement écrite mais que j'ai jamais enregistrée au final. Je pense que ça Ah fera un ouais. excellent sujet de bout parce qu'il y a énormément de choses. Bah, j'en parlais avec Monsieur Von Jaco tout à l'heure. Il y a quand même énormément de sujets à parler, que ce soit au niveau du DAO vraiment in-game, mais aussi le côté, l'aspect un peu juridique et ce que ça veut dire Ah pour ouais. les détenteurs de police notamment. Ouais. Enfin, en tout cas aux yeux de la juridiction française, enfin, ça serait un sujet qui sortirait un peu de Star Atlas, tu vois, en général, mais qui touche quand même à ça inévitablement. Et il y a quand même des choses très intéressantes à dire et à débattre là-dessus, quoi. Genre, t'es un détenteur de police, du coup, tu fais partie de cette entité qui n'existe, enfin, qui n'a pas de statut vraiment arrêté, on va dire, selon la juridiction où on est. Quelles sont tes responsabilités par rapport à si des héros s'endettent, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, enfin, c'est des trucs à débattre, quoi. Enfin, à débattre, on peut réfléchir Faudrait dessus, bien, quoi. on peut faire un live sur YouTube aussi hein, là-dessus. Ouais, aussi, ouais. Ça permet d'aborder des sujets qui sortent un peu, comme tu dis, du théorie crafting et du contexte du brew. Mhm. Ah oui, puis faut qu'on fasse cet enregistrement, là, tuto, là. J'ai complètement oublié. Ouais, 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 ouais. Tiens, je vais reposter ma Faudra petite voir ça. image d'ailleurs dans Atlas Brew, là, j'avais pingé tout à l'heure. Euh, Si jamais il y Ah, a pour des gens expliquer. dans le chat qui galèrent un peu, qui savent pas comment activer le push to talk, parce que je sais qu'en fait il y a des gens qui sont dans les brews depuis le début et qui ont toujours pas trop compris comment faire. Donc Mais j'avais fait un ping. message épinglé dans le channel Atlas Brew Ah oui, mais mon pauvre Darwin, les messages épinglés, il faut déjà que les gens aillent les et voir. j'ai oublié de le rappeler à chaque fois. Donc il y a un message épinglé dans le channel Atlas Brew. Il suffit de cliquer en haut sur la petite punaise et vous verrez, j'ai écrit un message sur comment activer le push to talk. Ça marche. Fou du roi, ta caméra est allumée, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Parce qu'on voit rien du coup. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe, c'est vrai. Voilà. A priori, c'était pas voulu. Ouais, a priori, non, c'était pas volontaire. Mais ouais, du coup, dans Atlas Bro, je vous ai mis un petit screenshot pour activer le push to talk, si jamais. Salut tout le monde. Salut! Salut. 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 Oui, salut. J'ai cru voir qu'il y a des vaisseaux qui allaient être modifiés. Euh, Alors, on des va en nouvelles? parler, ouais. Ouais, ouais, On ouais, va en on va en parler. parler. Bon, je lance l'affaire. Eh ben écoute, on peut commencer, je pense, hein, ce brew numéro 10. Ok. Vas-y, je te laisse introduire. Eh bien, bienvenue à tous pour ce brew historique, puisque c'est le brew numéro 10. On arrive au numéro 10, hein, on tient la longueur. Donc, bienvenue à vous dans cet espace de théorie craft où on théorise, où on spécule sur différents aspects du jeu Star Atlas. Et aujourd'hui, pour l'émission de ce soir, on va s'intéresser au combat dans Star Atlas.
Donc on va théorie crafter sur les mécaniques de combat dans Sage, très précisément, Star Atlas Golden Era, donc le jeu Star Atlas sur navigateur. Donc on va justement décortiquer un tout petit peu le manuel, où il y a déjà beaucoup d'informations sur les mécaniques de combat, des informations qu'on va pouvoir croiser avec les informations qu'on a également sur les vaisseaux, puisqu'évidemment, le combat implique tout un tas de paramètres, hein, que ce soit les vaisseaux, que ce soit le niveau de compte, c'est-à-dire le rang de conseil, avec les points qu'on va allouer aux différentes activités dans Sage. Donc, nous allons un tout petit peu, ou même un tout petit peu, j'allais dire, non, en profondeur, débattre de tout ça. Donc, je rappelle juste que dans l'Atlas Brew, on reprend des fois des analyses qui sont déjà, j'allais dire, officielles. Et puis, il y a aussi tout un tas d'idées qui sont partagées ici, qui sont simplement nos spéculations et nos théories, et qui n'engagent pas Star Atlas. Voilà. Donc, aujourd'hui, le combat. Ouais, le combat. Donc, comme les brews précédents, où on avait abordé les carrières de mineurs et donc d'industriels, on va revenir un peu sur les mécaniques hein, qui nous sont expliquées dans le manuel, parce que tout le monde n'a pas forcément lu, je pense, le manuel de gameplay de Star Atlas Golden Era, donc le jeu par navigateur. On va donc revenir un peu sur ces différentes mécaniques de combat, les mécaniques de siège, et ensuite je vous propose de théorie crafter un peu ensemble sur différentes idées autour de ces mécaniques, ce que ça pourrait impliquer pour les joueurs, la meilleure façon d'aborder le jeu. À partir de là, je sais qu'il y en a sûrement qui ont beaucoup de choses à dire, potentiellement des comparaisons avec d'autres jeux aussi similaires à Sage. Donc, bah, écoutez, on va commencer. Déjà, je dirais que le combat, il se déroule soit dans l'espace ouvert, soit autour des starbases, des planètes et des ceintures d'astéroïdes. Selon le lieu où ces combats vont se dérouler, ça peut intervenir sur les mécaniques de jeu. Donc, il peut y avoir quelques différences pour les règles d'engagement et ce genre de choses. Donc, je pense que la première mécanique qu'il faut expliquer, c'est la période de grâce. Donc la période de grâce, c'est une mécanique de jeu qui peut être enclenchée par un joueur contre un autre joueur d'une faction différente. Une starbase ou une planète qui est détenue aussi par une faction différente. Donc lorsqu'un joueur décide d'en attaquer un autre ou d'assiéger ces structures, un minuteur se met en place. Donc ce minuteur, il est visible par tous les joueurs dans le secteur, ce qui laisse le temps à d'autres flottes de rejoindre le combat avant qu'il commence. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle flotte vient s'ajouter à ce combat, le minuteur est remis à 0 avec un temps maximum de 5 minutes. C'est-à-dire qu'au bout, quoi qu'il arrive, à partir du moment où un joueur engage le combat avec un autre, même si des joueurs rejoignent en permanence le combat, au bout de 5 minutes, quoi qu'il arrive, la bataille commence. Donc La bataille venons-en. commence et donc j'allais dire, on peut plus rentrer dans la bataille, quoi. Il y a C'est ça. simplement ceux qui sont rentrés dans cette fenêtre de 5 minutes. Cette période de grâce, donc. Voilà. Donc, une fois que cette bataille, cette phase de combat, elle commence à l'issue de ce timer de 5 minutes. Donc, tous les joueurs qui sont entrés dans cette bataille vont devoir dépenser des R4, donc du carburant, des munitions, des kits d'outils et de la nourriture. Donc on en parlait hein, je pense que c'était dans un des brews avant justement sur quand on voyait le papier économique où on parlait justement des différents coûts en ressources selon les différentes actions dans le jeu. Donc sachant que entrer en combat comme ça, ce sera une des actions les plus coûteuses en termes de ressources pour votre vaisseau. Voilà. Et donc plus votre taille de vaisseau augmente, plus ce coût en R4 augmente de manière exponentielle à chaque fois que vous entrez dans une bataille. Oui, on peut même dire que c'est, pour l'instant, c'est l'action la plus coûteuse, ouais, puisque Oui, c'est c'est ça. les quatre ressources, les munitions, le carburant, les kits de réparation, puisqu'évidemment, on va prendre des claques, et puis la nourriture. Voilà, tout est dépensé, tout est engagé lors d'une bataille. En effet, lorsqu'un joueur du coup entre en combat avec une autre flotte d'un autre joueur ou de plusieurs autres joueurs, le joueur qui est agressé a l'option de fuir. Donc pour fuir, ça va être un calcul qui se fait sur l'agilité globale de sa flotte. Donc il y a un élément de RNG, hein, c'est un jet de dés en fait,
Donc il va y avoir un peu d'aléatoire, mais qui sera donc forcément influencé par cette statistique d'agilité. Donc cette statistique d'agilité, ça prend en compte la taille du vaisseau et ses spécifications. C'est-à-dire un vaisseau, par exemple, de racing, qui est en taille XS ou XXS, aura probablement beaucoup plus d'agilité qu'un vaisseau de transport de taille médium ou large, par exemple. Vous voyez, c'est pour donner vraiment les deux exemples complètement opposés, quoi. Ouais, Donc plus plus le votre vaisseau est vaisseau, petit, plus il est voilà, agile, quoi. ce qui fait sens en fait, hein, genre oui. Donc et donc plus donc cette stade d'agilité va augmenter vos chances tout simplement d'esquiver le combat. Donc l'agilité va non seulement déterminer donc cette chance de fuite, elle va également déterminer la flotte qui engagera le combat en premier. Alors qu'est-ce que Je ça vais juste implique? rajouter Ouais. un petit truc sur l'agilité, c'est que l'agilité, elle est influée par les propulseurs de manœuvre. Mhm. Donc c'est les propulseurs de manœuvre qui jouent sur l'agilité d'un vaisseau. Donc ça, vous pouvez retrouver ça dans le tableau du manuel de Sage. Effectivement, comme Winston l'a dit, si vous regardez les vaisseaux de course, vous voyez que c'est les vaisseaux qui ont la plus grosse valeur d'agilité, qui est de 6. Et évidemment, ensuite, cela sera soit augmenté, soit réduit selon le type de vaisseau, chaque vaisseau étant différent, que ce soit de par le modèle du vaisseau ou que ce soit par le constructeur qui a construit ce vaisseau, ou pareil, il y a des constructeurs qui construisent des vaisseaux plus agiles que d'autres. Ouais, c'est ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc oui, voilà. Donc ça, c'est la phase d'engagement, hein. Donc vous avez le choix de fuir ou de rentrer dans le combat. Donc, une fois que cette bataille a débuté, toutes les flottes de chaque faction belligérante dans ce combat, elles se rassemblent. Donc, c'est-à-dire que les stats des vaisseaux, hein, qui sont donc les points de coque, les points de bouclier et les dégâts par seconde, celles-ci, elles sont additionnées ensemble. Tandis que les statistiques d'armure, de puissance des boucliers et d'agilité sont rassemblés dans une moyenne pondérée, en fait. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs qui auront emmené leur flotte, donc une ou plusieurs flottes par joueur, hein, dans ce combat, bah, chaque côté, sachant qu'il peut y avoir que deux côtés, hein, dans un combat, il n'y a pas de combat à 3 factions, sont donc rassemblés. Donc soit additionnés pour les premières stats que j'ai évoquées, ou alors moyenne pondérée pour les deuxièmes stats. Donc les joueurs ne peuvent plus quitter le combat une fois que tant que celui-ci n'est pas terminé, en fait. Donc comme je disais, il peut y avoir que 2 belligérants dans chaque bataille. Si une troisième faction vient s'ajouter, elle ne peut que choisir de soutenir un des deux camps. Donc, par exemple, il y a un Mud qui attaque un Oni. Ça démarre une bataille. Donc la bataille sera Mud versus Oni. Si jamais à un moment donné il y a un Ustur qui se ramène, il va devoir choisir de soutenir soit les Mud, soit les Oni. Alors petit détail un peu qui se coule, hein, qui est pas vraiment prévu dans le manuel, mais qui est intéressant à réfléchir. Est-ce que si un Ustur rejoint donc cette bataille en cours, qui choisit par exemple d'aider les Mud, est-ce qu'un autre Ustur est obligé d'aider les Mud, ou est-ce qu'il peut, lui, par contre, choisir d'aider les Oni? Ce qui permettrait de taper sur sa faction de manière indirecte, tu vois. Ça, c'est un truc qui est pas vraiment Ah oui, c'est précisé. une bonne question, ça. Question que je pense que je vais poser dans la Foundation Room, parce que Question ça pour un changerait le champion, game, ouais. honnêtement. Pour les guildes de multifaction, notamment, ça permettrait des trucs assez barrés, quoi. Ouais. Moi, je dirais comme ça, à vue de nez, que ça sera pas possible, ouais, qu'il sera obligé de rejoindre. Je pense que la Juste première faction. personne, ouais, va choisir le Ouais. truc, un support, et ouais. Ce serait le plus logique, mais ce serait un peu rigolo que ce soit possible, quand même. Mais ils ont dit oui, pas de combat contre la même faction, donc normalement, dans la logique, ce serait ça, quoi. Mais c'est pas précisé dans le manuel. C'est intéressant. C'est intéressant la question que tu soulèves. À poser, ouais. Donc, une fois que ces deux flottes sont rassemblées de chaque côté, il y a donc un calcul qui est fait pour simuler les attaques des deux flottes en fonction de leur stat global. Donc, comme j'ai expliqué, hein, donc avec les stats additionnés pour les points de vie et les dégâts, en gros. Et après, pour les résistances et tout ça, c'est une moyenne pondérée.
Donc la bataille, elle se déroule dans un nombre de secondes fixes qui sont définis par le lieu de celle-ci. C'est-à-dire qu'une bataille dans l'espace va pas durer le même temps qu'une bataille sur Terre ou autour d'une starbase, par exemple. Donc, une fois que ce temps imparti arrive à son terme, ou alors qu'une des deux flottes est totalement anéantie avant la fin de ce timer, la bataille prend donc fin, et alors des points d'expérience et des points de loyauté sont alloués aux participants. Donc là, on arrive dans la phase de fin de bataille. Donc si un des deux camps adverses voit sa flotte complètement détruite, un gagnant est déclaré, et alors ce gagnant gagne du butin sous la forme de l'inventaire de la flotte perdante, enfin une partie de l'inventaire de la flotte perdante, en tout cas, oui, plus des débris qui sont recyclables. Donc débris qui, dans la version initiale de Sage, devraient être ramassables par tout le monde, je pense, mais qui à terme seront uniquement récupérables par les vaisseaux de salvage, les vaisseaux de recyclage. Ceux dont on parlait. Alors, je pense qu'il a... Ouais, tu disais? Je pense que pour ça, il avait été dit que les vaisseaux de salvage, ils seront simplement beaucoup plus efficaces pour collecter les débris, que les autres vaisseaux pourront les collecter à l'aide de leur tracteur beam, donc de leur aérotracteur, mais que il n'y aura pas photo sur l'efficacité, quoi. Ouais, il y Ça, aura de la c'est clair. perte, quoi. Ouais, il y aura de la perte, et puis voilà, un vaisseau de salvage, il sera... Voilà, je sais pas, il va peut-être récolter... il va récolter 100%, il sera capable de récolter 100% des débris qui traînent, et peut-être qu'un autre vaisseau, il sera capable de récolter, je sais pas, 10, 20. Ouais, Voilà, et ça, donc c'est de la théorie, hein. Ouais, mais cette capacité de salvage, en tout cas, qui est déjà vachement représentée sur le marché, c'est ce dont on parlait au dernier bruit, je sais pas si tu l'as écouté, du coup, Morpheus, mais le vaisseau de salvage a capacité, enfin, à stats à peu près équivalentes d'autres vaisseaux, et cette capacité spécifique de recyclage faisait vachement gonfler le prix du vaisseau, en fait. Enfin, c'est ça, c'est ce dont on discutait au dernier brou, le numéro 9 sur l'industrie. Mais de ce que j'ai compris, le salvage, c'est le seul à pouvoir récupérer ce qui est largué d'une starbase, par contre. Je pense pas, non. J'ai pas entendu cette info, non. Le salvage. Le truc, c'est que en fait, le manuel est pas super précis là-dessus. Après, pour moi, un vaisseau de salvage, ça veut dire qu'il a la capacité non seulement de tracter les débris, mais aussi de les recycler directement en matériaux bruts, tu vois. Exactement, oui. Genre qu'il y a une raffinerie un peu à bord, quoi. D'autres capacités. Il aura d'autres capacités. C'est ça qui va en faire vraiment qui va en faire un vaisseau unique, quoi. Tout à fait, ouais. Donc tu en étais à la fin de la période de combat, et le fait que le gagnant récupère donc une partie du loot, une partie de la cargaison qui reste une fois que l'autre flotte a été détruite, c'est ça? C'est ça. Donc une fois que voilà, il y a donc donc il y a le gagnant récupère son butin sur la flotte détruite, et alors pour celui qui a perdu, il va donc forcément devoir respawn sa flotte soit à la station spatiale centrale, soit s'il est level 10 ou plus, il me semble, Oui, à c'est ça, level 10. sa home base, à sa station, sa station mère, son foyer, appelez ça comme vous voulez selon ça. les jeux auxquels vous avez joué avant, mais enfin son point de respawn, quoi, en fait, hein. Genre à partir du Et la level 10, station- vous pouvez choisir une station, une starbase qui vous servira de point de respawn. Oui, c'est ça. Et donc, évidemment, il va y avoir le respawn ne va pas être instantané. Il va y avoir un temps de respawn qui, je pense, va, mine de rien, être pas mal un aspect plus tactique peut-être que ce qu'on suppose comme ça à première vue. Donc, Tout à fait, ouais. vous avez donc ce temps de respawn qui va être calculé notamment selon votre compétence Respawn Time Reduction, donc une compétence qui peut être améliorée avec des points de privilège, donc avec un maximum jusqu'à 25% du temps de réduction totale de respawn. Et donc après, il y a une formule que j'ai pas pris le temps de traduire totalement, mais qui est disponible dans le manuel, hein. Je vous invite à aller voir le chapitre sur le respawn et la destruction des flottes dans le manuel de Sage, qui indique donc cette formule exacte. Ils ont sorti une belle équation, quoi. Ouais, voilà. Oui, non, mais c'est bien. Il te montre direct l'équation qui va calculer ton temps de respawn. Donc après, on sait pas exactement combien ça va faire, mais on comprend au moins la logique derrière.
Mais Ouais, par exemple, les vaisseaux de sauvetage vont c'est influer ça. sur ce temps-là. Si tu as des vaisseaux de sauvetage dans la flotte qui vient d'être détruite, Voilà. eh bien, elle va respawn plus rapidement. C'est-à-dire que, ouais, voilà. Donc, c'est les paramètres qui vont rentrer en compte, c'est la distance, je pense, par rapport à votre point de respawn, le nombre de membres d'équipage, cette compétence donc de respawn time reduction si vous avez mis des points dedans, mais aussi donc la présence de ces fameux vaisseaux de secours et de vaisseaux disposant de medbay, de baies médicales au sein de votre flotte. Donc on m'avait demandé, on m'avait posé la question sur Discord justement à quoi servent les vaisseaux médicaux. Est-ce que ça donne un bonus sur la nourriture ou un truc comme ça? Je pense que c'était ça la conversation. Et bah, du coup, en relisant le manuel là pour ce brou, j'ai eu la réponse à cette question. Donc c'est justement les vaisseaux donc avec des medbay et des capacités donc de sauvetage, bah, ça Mhm. réduit le temps de respawn en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors ça, évidemment, je rappelle aussi là qu'on est toujours en train de parler en fait de des premières versions de Sage, hein. C'est ça. Parce que Sage va évoluer dans le temps, le jeu va s'affiner, va se complexifier. Donc à un moment, il sera sûrement possible avec ces vaisseaux de sauvetage de faire beaucoup plus de choses, comme aller récupérer justement des capsules avec des membres d'équipage qui flottent dans l'espace. Et voilà, tout ça pour rappeler que vraiment là, ce dont on parle, c'est les premières versions de Sage, et qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont changer au cours du temps. C'est ça, parce que dans cette première version de Sage, en fait, que ce soit les membres d'équipage, les composants, toutes ces choses-là, c'est simulé en fait par des stats, tout simplement, pour chaque vaisseau. Tous les vaisseaux sont les mêmes. On n'a pas vraiment de personnalisation de chaque vaisseau comme un vrai NFT, tu vois. D'ailleurs, on parle de Mm. SFT plutôt que de NFT à l'heure actuelle dans Star Atlas, parce que justement, on n'a pas cette personnalisation de chaque engin, tu vois, pour changer les hardpoints, les armes, les membres d'équipage, tout ça. On n'est pas encore à ce niveau de détail, Mm. ce qui viendra plus tard. Qui viendra, Mais qui donc, viendra. oui, éventuellement, quand ton vaisseau sera détruit, tu auras, j'imagine, pareil, un jet de dés qui va déterminer, bon, bah voilà, tel membre d'équipage est mort, tel membre d'équipage a réussi à s'échapper dans sa capsule. Et le fait d'avoir ces vaisseaux de sauvetage avec toi, eh ben, il faudra les envoyer, récupérer les capsules, les ramener à la station. Enfin, à terme, ce sera un gameplay beaucoup plus actif que ce simple bonus passif qui te permet de respawn plus vite, en fait, hein. Donc, oui, comme tu dis, Ouais, le jeu va se oui. complexifier avec le temps, quoi. Que ce Et soit puis il y a sur des Sage ou joueurs sur dont l'UE5. ça sera, il y a des joueurs dont ça sera justement la carrière, quoi, qui vont développer justement des compagnies de sauvetage et Ouais, qui viendront sauver des membres d'équipage contre monnaie sonnante et trébuchante, quoi. Voilà, c'est ça. contre rétribution. Et donc voilà, donc ceux qui ont été totalement wipés vont partir donc à leur point de respawn. Et si certains donc ont pu survivre à la bataille, eh ben, ils sont libres d'engager un nouveau combat. Et alors à ce moment-là, bah, le cycle recommence. Tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors attends, là, je pense que sur ce point-là, je pense que les points de vie de la flotte agrégée sont cumulés. C'est-à-dire que s'il y a une flotte perdante, ça veut dire que tous les vaisseaux qui composent cette flotte sont détruits. Et je pense pas qu'il y ait en fait une différenciation au niveau des différentes flottes lors de ce combat, Oui, non, je qui fait que m'exprime là, mal. Je veux dire du coup, les joueurs restants, c'est-à-dire bah, ceux qui ont gagné le combat en ah fait, oui, hein, ceux qui sont libres les survivants, ouais. Oui. Ou sinon, il y a aussi la possibilité qu'à la fin de cette période de combat, comme tu as dit, qui va durer un certain nombre de secondes prédéterminées, eh bien, il n'y a pas de gagnant, quoi. C'est-à-dire que les deux Ah, parties j'ai du mal à vont voir juste comment c'est terminer. possible ça en fait. Genre, il faudrait vraiment que le truc soit égal, mais Si, si. Non, mais parce que moi, comment je vois ça, c'est que en fait, cette période de combat, si elle est limitée en temps, hmm, c'est qu'ensuite, ça permet à nouveau à d'autres joueurs de venir se joindre à la bataille. ouais, C'est-à-dire, c'est comme des espèces de manche en fait. j'allais dire de manches, exactement, de manches, et qui font que à la mi-temps, en fait, à ces mi-temps, enfin, à ces espaces entre les manches, d'autres joueurs peuvent se joindre à la bataille, ou alors certains des joueurs qui étaient déjà engagés dans la bataille peuvent décider à nouveau de tenter de fuir. Hmm. Mettons que sur cette première manche, j'ai pris cher, eh bien, à la fin de cette période, ça me laisse une chance justement de m'échapper avant destruction totale, quoi.
Ouais, ouais, ok, ça fait sens ce que tu dis, ouais, d'accord. Tu vois, j'avais pas forcément remarqué ça comme ça, mais ouais, ok, ouais. Mm, mm. C'est intéressant parce que du coup, voilà, ça laisse justement l'espace pour déployer une stratégie, Oui, quoi. Ça veut pas dire les je suis combats vont rentré être dans plus un combat intéressants que et, all-in dès le et début et puis j'ai gagné, j'ai perdu, quoi. C'est-à-dire que, en voilà, fait, voilà, et il- ça veut dire aussi, ce qui est super intéressant, c'est que toi, entre-temps, tu as pu appeler des renforts et donc là, va y avoir Hmm, tout un tas justement de paramètres sur la vitesse à laquelle ces renforts pourront venir. c'est Donc ça ça. va impliquer les Stargates, ça va impliquer la vitesse des vaisseaux et ça va impliquer où se passe la Le- bataille. Et et le effectivement, temps il de y a des respawn. zones qui Hmm. seront beaucoup plus dangereuses à attaquer. Plus je vais dire, pénétrer dans le cœur du territoire d'une faction adverse, plus ça sera chaud parce qu'ils seront capables de rassembler une flotte qui va venir soutenir le combat et voilà, ouais. Et du coup, on aura vraiment, en fait, je pense à terme, quand on aura vraiment quand les factions auront pris leur territoire initiaux, on va dire, qui sont proches de leur safe zone et qu'un vrai front va se former, en fait, il y aura vraiment ces espèces de systèmes qui seront des points nerveux, tu vois, où il y aura en fait des batailles permanentes, quoi. Parce que ça, il va toujours y avoir un mec qui va arriver, qui va relancer le truc, tu vois. Donc il y aura peut-être des systèmes où les stars, ce sera très très difficile d'upgrade une starbase parce qu'elles seront Ouais, constamment assiégées en fait. Ça va être des systèmes contestés où il y aura toujours ouais, toujours toujours de la baston, quoi, en fait. ouais, des zones qui vont être très riches. On peut C'est imaginer ça des qui est bon. zones très riches en Mm. ressources. Ouais, puis en plus, si t'as que 5 minutes pour réagir et venir défendre et aider tes amis ou la Starbase des autres, ça laisse pas beaucoup de temps. Donc, si les attaquants sont bien organisés, potentiellement tu gagnes à chaque fois. Donc ça va faire beaucoup de Puis Bah turnover. justement, ça va et- et- dépendre de cette organisation et comme disait Morpheus juste avant, de ce réseau de Starbase qui sera suffisamment développé pour avoir le Hmm. Star Path en fait, qui te permet d'avancer rapidement à moindre frais, quoi. Et puis d'amener des vaisseaux tout neufs dans la bataille, quoi. Donc il va Ouais. Mais falloir créer ces ponts en fait qui permettent d'acheminer des troupes constamment vers les systèmes contestés, quoi. Ouais, ça me fait un peu penser, je sais pas si on a certains d'entre vous qui jouent à Elder Scrolls Online et qui ont essayé le module PVP de Elder Scrolls Online, mais ça ressemble vachement en fait, sauf que bon, c'est en mode Elder Scrolls avec des forts. Il y a et pareil, il y a 3 factions sur une map avec des forts que tu peux prendre ou que tu peux te faire reprendre. Il y a des ponts qui se créent, donc quand t'as une série de forts les uns côté des autres, après tu peux respawn au fort qui est le plus avancé. Ça ressemble pas mal si vous voulez essayer Elder Scrolls 9 en mode Effectivement. PvP, c'est vraiment similaire. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Après, tu peux réparer ton fort, tu peux améliorer, tu peux mettre des défenses. c'est le principe. Je pense que c'est un C'est peu comme pareil, Dark Age quoi. of Camelot, hein, c'est exactement pareil. Ouais, j'avais joué, bah, j'ai Intéressant, joué ouais. aux deux en Dark Age et puis alors j'ai pas fait de PVP sur Elder Scrolls pour le coup, j'y ai pas joué assez longtemps, mais Dark Age Oh, c'était la tristesse. non, mais Dark Age c'était mon tout premier MMO. Genre putain ouais, j'étais Quelle ado à faction? l'époque. Quelle faction? Quelle faction? Hibernia. Oh mon dieu. Ouais ouais. Et la question aussi qui va se poser pour moi là, ce qui va être très stratégique, c'est justement la durée de ces batailles. Parce qu'il est dit dans le manuel que ces batailles-là, donc ces manches, comme tu disais Winston, vont durer un certain nombre de secondes. Est-ce que ça va être, je sais pas, 120 secondes, 180 secondes? Combien de minutes, quoi, finalement, ça va durer une telle bataille? Ou si ça va être, je sais pas, peut-être la manche va durer 40 secondes, 30 secondes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais ça va être intéressant. Euh, et à nouveau, ça va être une composante très, très stratégique, quoi. Parce que ça veut dire que si tu veux pouvoir faire une attaque éclair qui détruit potentiellement la flotte de l'adversaire, il faudra que tu comptes avec cette possibilité que si tu n'arrives pas à le détruire sur cette première manche, il va pouvoir s'enfuir. Et donc, ça va mettre en place des stratégies et des réflexions assez intéressantes, à mon sens. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on ferait pas un petit quiz avant d'entamer la deuxième partie là? Ouais, tu veux dire la suite de ces explications Bah des c'est ça. Bah, mécaniques en fait, du combat? on va potentiellement donner la Vas-y, réponse ouais. si on. Ah bah oui, Donc évidemment, on va les évidemment. laisser galérer un peu. Bien vu, bien vu.
vas-y, balance la première question du quiz. Ok, Donc, c'est une question pour gagner un lobby, c'est ça? c'est ça. Et Un 10e épisode, vous êtes gâtés aujourd'hui parce qu'il y a plus d'un lobby à gagner, hein. On a donc Darwin et Morpheus qui mettent un peu la main au panier pour vous faire gagner des petits vaisseaux en plus. On a plusieurs questions, plusieurs gagnants ce soir pour la 10e édition du Brou. Et Alors, j'allais faire une petite demande avant. Est-ce que je sais qu'il y en a déjà qui ont déjà gagné dans les brous précédents et qui sont très spécialisés dans les questions. Si vous pouvez laisser une petite chance aux autres, ceux qui ont déjà gagné, ils se reconnaîtront, hein, je sais plus qui, mais voilà. Essayons de voir s'il peut y avoir d'autres gagnants ce soir. ouais, Laissez une manche. Ok, ouais, Laissez une manche. laissez-leur une manche, aujourd'hui. ouais. Une manche, voilà, pareil, une manche de quelques secondes. Je conteste. Ok, pour la première question de ce soir, pour un film Bulle Lobby. Que se passe-t-il lorsqu'une planète tombe, c'est-à-dire qu'elle arrive à 0 point de vie et passe en statut Fallen? La réponse en Déchu. texte dans le canal Atlas Brou. Oui, Fallen, déchu, une planète tombée à 0 point de vie, C'est qui est ça. après un siège. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je veux Ouais, une réponse quand elle complète, hein, acquiert, attention. quand elle acquiert ce statut particulier, ouais. C'est intéressant d'ailleurs. Mhm. Ouais, je crois qu'on a une réponse là. Bah oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord aussi. J'avais pas vu. Bah il me ouais, semble après. que Fredo, il a la bonne réponse, non? Starkiller avait la bonne réponse. Il me Ouais, semble, en Starkiller, ouais, a mis vraiment la réponse la plus complète. premier. Et en Exact, premier quoi. aussi. Ouais, littéralement. Donc, lorsqu'une planète atteint 0 point de vie, elle entre dans le statut Fallen, en état déchu. Les émissions de ressources d'une planète sont considérablement réduites et les dégâts subis par une base stellaire sont augmentés de 5% multipliés par le nombre de planètes déchues. Et pour répondre, je vois plusieurs réponses. On ne peut pas encore poser de claim stake dessus. Pourquoi? Parce que pour pouvoir poser des claim stakes sur une planète, il faut contrôler le système. Donc ça veut dire qu'il faut surtout qu'on ait détruit la starbase de la faction adverse et qu'on ait construit une starbase de notre faction. Donc même si on va détruire une planète et qu'elle tombe complètement à zéro, on va pas pouvoir nous poser de claim stake dessus parce que ça veut dire qu'elle est encore contrôlée par une base stellaire, quoi. Donc c'est la base stellaire qu'il faudra détruire pour pouvoir poser des claim stakes sur les planètes. Yes. Vous voulez Yep. poser deuxième question? Morpheus, Darwin? On pose les deux là? On enchaîne? Vas-y, hein, je crois que tu as la feuille sous les yeux, donc Yes, ok. Alors, deuxième donc cette question. question, c'est pour un Vesus solo et un airbike, c'est ça? Ok, ah oui, d'accord. Bon, ça va être question réflexe, hein, donc soyez prêts. Encore une fois, si vous avez peut-être gagné des trucs sur les brous précédents, laissez un petit timer pour les, les autres le temps de répondre. Ouais, Voilà. soyez cool. On là, appelle, soyez on Manche fait un à draguer, appel à là. votre esprit sportif. Hein. Quels sont les 5 types de dommages par seconde dans Star Atlas Golden Era? Wow. Juste, c'était beaucoup trop Stéphanie rapide. de Monaco. C'était tellement beaucoup trop rapide. Il y a Crash. Incroyable. Ah non, c'est qui qui a fait... C'est Jus? Non, mais Je sais pas. Il a pas laissé finir la question, non, il a donné il la réponse. il est médium en fait. Genre... Non, mais clairement. Bon, Il est elle était médium. peut-être un peu prévisible la question, je sais pas. Mais Ah ouais, bah à ce point-là. Non, mais j'ai déjà gagné un lobby une fois, donc je laisse ma place.
Et je me doutais que cette Ah. question elle allait être posée, du coup, Oui, bah oui, elle était oui, prête, ouais. la réponse était prête. Bon, on reroll Ah. du coup. Bah non, bah du coup, Crash, c'est gentil, Jus, merci, merci de laisser le. Je vois qu'il y a Crash derrière qui a répondu. Il est juste non, Crash. De la rue. Pour vous Ouais, dire, traduction bizarre, mais- j'avais préparé la question pour la mettre dans le chat parce qu'il y a des personnes qui, à la précédente, avaient demandé quelle était la question. J'ai même pas eu le temps de la coller, il avait déjà donné la réponse. Allez. C'est Crash du coup. Ouais, bah dis donc, la ruche ce soir, il rafle tout. Ok. Eh ben, GG, Crash. Tu m'envoies ton adresse Solana. Hop. Ok. Ok, bah écoutez, merci les mecs. On va continuer le brou. On en était donc bah, justement au type de dégâts, puisqu'on en parle. Donc, Star Atlas Golden Era. 5 types de dommages. Énergie, lumière, lourd, missile, bombe. Enfin, il y a léger. Oui, non, léger plutôt que lumière. C'est ma traduction qui est pourrie. À chaque seconde qui passe, les flottes vont infliger un certain nombre de dégâts de ces types selon le nombre de vaisseaux et leur armement. Donc les vaisseaux vont avoir un armement prédéfini, j'ai l'impression, en tout cas pour la version V0. Plus Ouais. tard, on aura donc une fois qu'ils vont ajouter la configuration des vaisseaux, on pourra évidemment changer les armes pour avoir différents types d'armements sur différents types de vaisseaux. Hein. Ça va un peu complexifier la chose. Ça, c'est dans la V2. V2, Ouais. ouais. À Donc les partir de dégâts, la V2, on pourra configurer les composantes. Donc voilà, aller chercher des types d'armements particuliers. mhm. Donc les dégâts d'énergie légers, lourds, dépendent des armes équipées dans donc les hardpoints de la flotte. Donc vous avez la possibilité de sélectionner les hardpoints de chaque vaisseau lors de la formation d'une flotte. Il est possible au sein d'une même flotte donc de réunir des vaisseaux infligeant des dégâts de types différents. Donc moi j'interprète ça de la manière que c'est possible qu'on ait déjà des vaisseaux en fait même dans la V0 qui font différents types de dégâts. Et au moment où Oui, tu moi, formes c'est ta flotte, tu peux choisir en fait le type de dégâts que ton vaisseau va infliger. Tu vois ce que je veux dire? ça. Même si Oui, on n'a pas encore c'est la aussi ce que j'avais config. compris. Mhm. C'est aussi ce que j'avais compris, quoi. Effectivement, et ce que j'avais compris, c'est que dans la V2, avec la config, là, on sera sur on commencera à pouvoir swapper les C'est ça. modules et les composantes, et donc où on pourra mettre, voilà, on pourra changer une composante moteur, on pourra changer une composante point d'emport pour armement, c'est-à-dire weapon à hardpoint, comme tu viens de dire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été évoqué dans la dernière BD de Core, où on nous parle justement de composantes bien particulières au niveau de la composante moteur. Et donc là, on pourra le retrouver au niveau de l'armement. Moi aussi, c'est ce que je comprends, mais dans la V2, et comme tu dis, dans la V0, on pourra, au moment de constituer les flottes, alors, rappelons que pour constituer une flotte, c'est-à-dire rassembler des vaisseaux au sein d'une même flotte, il faut être amarré à une starbase, et que tous les vaisseaux qu'on souhaite rassembler au sein de cette flotte soient à cette starbase donnée, bien sûr. Et à ce moment-là, au moment où on rassemble, où on constitue cette flotte, on choisira quel est le type de dégâts qui est assigné à chaque vaisseau. Parce que c'est ça, hein. Tu as bien dit qu'au sein d'une même flotte, on peut avoir différents types de dégâts. Oui, c'est ça. Mm. Et au final, Et c'est donc, intéressant. ton DPS sera divisé en différents types de dégâts en fait. Et justement, donc différents types de dégâts au sein d'une même flotte qui auront chacun des forces et des faiblesses. Donc on peut revoir ça hein, dans le manuel. Donc les dégâts de type énergie, donc qui sont plus puissants contre les boucliers, moins puissants contre la coque des vaisseaux. Les dégâts lourds qui sont là maintenant puissants contre les coques de vaisseaux, par contre qui auront du mal à toucher les vaisseaux qui auront beaucoup d'agilité. Les dégâts légers, donc cette fois, qui vont aller taper facilement les vaisseaux agiles, mais qui auront du mal à percer les boucliers.
Ensuite, on a les missiles qui, là, font beaucoup de dégâts sur la coque des vaisseaux, mais qui auront donc leurs faiblesses, qui sont les contre-mesures. Et enfin, les bombes qui feront des dégâts aux Starbase et aux planètes en ignorant complètement les flottes défensives. Néanmoins, qui seront incapables de faire des dégâts contre les vaisseaux. Donc ça, c'est un espèce de, ouais, c'est un espèce de jeu pierre-feuille-ciseaux. Donc on parlera de ça à la fin, faut encore qu'on aborde les Starbase et les planètes. Mais cette espèce de mécanique en fait de force-faiblesse, donc qui est très, hein, si vous avez joué à des RPG dans votre vie une fois, vous connaissez un peu la logique du truc. Hein, il y a forcément pour chaque type de vaisseau, chaque type d'armement, il y a des forces, des faiblesses et tout ça en fait va s'articuler pour créer un équilibre dans Sage, en tout cas dans les mécaniques de combat. Et donc justement, ce serait intéressant de parler un peu de comment vous comptez planifier vos flottes, comment ça se passe pour un joueur qui a beaucoup de vaisseaux, pour un joueur qui a pas beaucoup de vaisseaux. On peut spéculer un peu sur ces aspects-là aussi tout à l'heure. Juste pour finir, donc enfin sur les mécaniques de combat dans Sage, hein, vraiment revoir le gameplay, finir sur les Starbase et les planètes. Parce que pour l'instant, on parle surtout du combat vaisseau contre vaisseau. Mais les mécaniques changent un peu, hein, comme on le disait au début, dès qu'on touche aux Starbase et aux structures planétaires. Donc déjà, quand on attaque une Starbase ou une planète, il y a une seule bataille à la fois. Parce que si on se bat dans l'espace vide, en fait, il peut y avoir plusieurs batailles à la fois dans un secteur. C'est une flotte contre une flotte, et après des gens viennent se rajouter au truc. Là, par contre, si tu attaques une Starbase ou une planète, tout le monde rejoint la même bataille. Tu peux pas lancer plusieurs batailles simultanées sur les structures. Il y a deux moyens de défense pour les structures, hein, que ce soit donc Starbase ou planète. La méthode active et la méthode passive. La méthode active, où le joueur va donc voyager jusqu'au secteur où la bataille se déroule et rejoint le combat pendant la période de grâce. Donc période de grâce dont on parlait au début du brou, hein, 5 minutes maximum. La méthode passive, où le joueur, en fait, préalablement à ce que la bataille commence, a placé sa flotte en mode défense, soit sur une Starbase, soit sur une planète. Donc sa flotte, ou même ses flottes, hein, s'il en a placé plusieurs, vont automatiquement rejoindre la bataille et s'ajouter à la défense de la structure en cas de siège. C'est également important de parler des flottes qui seraient par exemple déjà présentes sur les planètes, parce que les planètes, à quoi elles servent? À extraire des ressources. Donc forcément, quand une flotte va venir assiéger une planète, il y aura donc ces flottes de vaisseaux qui seront pas en mode défense, mais qui seront en train d'extraire des ressources en fait. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? L'option apparaît donc sur l'écran du joueur. Donc voilà, la planète où vous êtes est assiégée. Est-ce que vous rejoignez le mode défense ou est-ce que vous restez à extraire des ressources? Donc là, vous avez l'option de prendre part au combat, donc arrêter d'extraire vos ressources, ou alors de rester où vous êtes et d'attendre de voir comment le combat se déroule, quoi. Par contre, pas d'option de fuir. Et ce qui est intéressant de rajouter aussi, mais je pense que tu allais y venir, Oui, c'est que pour pouvoir infliger des dégâts à une Starbase, à une base stellaire ou à une planète, il faut d'abord détruire la flotte défensive, sauf, comme on l'a dit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les bombardiers, donc les vaisseaux qui ont pour rôle de type bombardier, qui eux passeront outre les vaisseaux défensifs et pourront donc infliger des dégâts à la Starbase et à la planète, même si la flotte défensive n'a pas encore été détruite. Mais si dans la flotte attaquante, il n'y a pas de bombardier, il faudra que ces vaisseaux-là, ils détruisent d'abord la flotte défensive avant de pouvoir commencer à infliger des dégâts à la Starbase ou à la planète. c'est ça. Sachant que évidemment, ces bombardiers sont, bien qu'ils infligent des dégâts directement à la Starbase, ils sont susceptibles de se faire détruire aussi par la flotte défensive. Bien sûr, ils sont compris, ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont englobés dans cette flotte attaquante, ils sont agrégés avec, Voilà. avec toutes ces autres flottes. C'est ça. C'est juste un type de dommage spécifique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui tape directement les structures et qui fait pas de mal aux vaisseaux défensifs. Mais grosso modo, quand on verra se balader une grosse flotte, enfin une flotte avec plein de bombardiers dedans, on sait ce qu'ils vont faire, quoi. Oui, c'est ça.
Ils Et vont donc, pas juste, cueillir des pâquerettes ouais. ou Juste explorer la galaxie. pour préciser sur justement ces vaisseaux qui seraient présents sur une planète pendant qu'elle se fait assiéger, si vous choisissez de ne pas participer au combat, vous pouvez donc continuer d'extraire des ressources. Hein, votre vaisseau continuera de se remplir. Par contre, si jamais votre faction perd le combat, à ce moment-là, la planète tombe, hein, elle passe en statut fallen, en statut déchu. Et à ce moment-là, votre flotte, elle sera détruite. Elle sera considérée comme, voilà, vous vous êtes fait raser avec le Tout à reste de la fait. planète. Et à ce moment-là, bah, c'est respawn, retour à la station centrale ou à votre home base sélectionné au préalable. Et donc, ça veut dire perte de votre inventaire et des ressources que vous avez accumulées aussi. Voilà, donc sur la défense des Starbase justement, puisqu'on y venait, il y a 4 statistiques défensives sur les Starbase. Les points de coque, donc la structure en fait hein, de la Starbase, ses points de bouclier, son armure et la puissance des boucliers, hein, similaire au vaisseau. Donc ces 4 statistiques, elles augmentent avec les différents tiers en fait de stations. Hein, donc une Starbase commence au tiers 0 et peut être upgradée jusqu'au tiers 5. Hein, ce qui donne ces augmentations de stats, également des recettes de crafting supplémentaires. Et des bonus aussi hein, sur la réparation des vaisseaux, ce genre de choses. Donc si la planète... non, pardon. Elles infligent donc également des dégâts, ces Starbase, hein, du moment qu'elles ont encore des munitions dans leur stock. Elles ont une ammo cache en fait, qui doit être constamment ravitaillée par les joueurs. Et du moment qu'une Starbase est donc ravitaillée hein, en ressources, en munitions, en repair kit, elle continuera d'opérer, d'infliger des dommages, de se régénérer. Donc lors d'un siège, comme on disait tout à l'heure, c'est la flotte défensive hein, qui va prendre les dégâts en premier, à l'exception donc des dégâts de bombes, qui vont taper directement les structures. Lorsque cette flotte défensive est détruite, eh ben, à ce moment-là, c'est la Starbase qui prend le relais, et donc c'est ces points de bouclier et ces points de structure qui vont absorber les dégâts de la flotte attaquante, hein, ce qui paraît logique. Une fois qu'une Starbase est endommagée, ses points de coque et ses points de bouclier vont se régénérer, du moment, comme on le disait, qu'il y a des kits de réparation et du carburant en stock. Donc les kits de réparation, qui sont différents hein, des toolkits qu'on utilise pour les vaisseaux, ce sont 2 ressources vitales différentes. Donc 2 recettes de crafting différentes aussi. Et ces kits de réparation de station, justement, ils doivent être utilisés manuellement par les joueurs. Donc il faut du carburant, ok. Il faut des munitions qui vont dans la mocache. Donc tout ça, c'est ravitaillé par les joueurs qui vont donc crafter ça sur la station centrale à l'origine, puis ensuite les amener vers les différentes Starbases, puis éventuellement les crafter sur ces Starbases pour les amener à d'autres Starbases, etc. Et c'est comme ça qu'on étend en fait le territoire de sa faction. Et donc voilà, ces kits de réparation, ils devront être utilisés manuellement par les joueurs qui, comme on le disait dans le dernier brou, ont assigné des membres d'équipage sur la Starbase. Et donc, assigner tes membres d'équipage sur cette Starbase pour la réparer, eh ben, ça te fera gagner des points de loyauté. Voilà, donc une des sources de revenus des joueurs industriels qui voudraient donc plutôt que faire du combat dédier leurs membres d'équipage au transport non seulement de ces R4 mais aussi à la maintenance des Starbases. Alors dernier petit détail sur les planètes cette fois. Donc contrairement aux Starbase, les planètes elles n'ont pas de points de bouclier ou même de stade de puissance de bouclier. Il y a juste la coque, la structure, quoi. Elles sont incapables d'infliger des dommages aux attaquants. Alors ça, tu vois, ça m'a un peu étonné parce qu'ils nous avaient montré des artworks justement de ces bases planétaires qui avaient des défenses et tout ça. Mais apparemment non. En tout cas, dans la V0 de Sage, il n'y aura pas de défense planétaire. Ce sera uniquement les vaisseaux qui pourront défendre les planètes. Donc, Alors ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ouais. Les histoires de défense de planète, c'est quelque chose qui arrivera avec les claim stakes. Donc une fois que la mécanique de minage par vaisseau s'arrêtera et que c'est les claim stakes qui prendront le relais, donc la mécanique avec les structures de minage, eh bien à ce moment-là, dans ces structures qui vont être déployées sur les planètes, il y aura des systèmes défensifs. Et plus, pareil, ces systèmes monteront en niveau,
plus la défense sera forte. Donc ça va arriver, mais avec les claim stakes. Ok, d'accord. Euh, ouais, voilà. Donc comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'une planète a été tombée, a été déchue, mis en mode Fallen, 0% de points de vie. Euh, donc ces émissions de ressources sont drastiquement réduites. Et chaque planète tombée dans un secteur donne également un malus de 5% sur la résistance aux dégâts de la Starbase. Donc ça fait sens de tomber les planètes d'abord, puis après de faire converger la flotte sur la Starbase pour obtenir donc un maximum de dégâts. Notamment sur les Starbases qui auront le plus de résistance, les tiers 4, les tiers 5 qui seront probablement qui demanderont une plus grosse puissance de feu pour les descendre. À ce moment-là, il faudrait plus utiliser cette mécanique donc de tomber les planètes d'abord avant d'aller attaquer la Starbase, quoi. Donc les planètes, elles se régénèrent selon leur stock local de kits de réparation. Donc moi je comprends dans le sens qu'elles ont un taux de régénération automatique du moment qu'elles sont ces kits. Par contre, les joueurs peuvent, comme les stations, activement réparer les planètes en échange de points de loyauté. Donc pour qu'une planète se débarrasse de son statut Fallen, il faut qu'elle remonte à 25% de ses points de structure, de ses points de coque. Les kits de réparation stockés dans la Starbase du secteur vont également influencer la vitesse des réparations sur les planètes. Donc une Starbase bien équipée va permettre aux planètes de résister aussi plus facilement, quoi. Donc moi ce que je me demande c'est est-ce qu'on peut réparer les planètes en live pendant un combat? Moi il n'y a rien dans le manuel qui dit qu'on peut pas le faire. Donc en fait les joueurs plus indus, tu vois, qui font pas de combat mais qui mettraient leurs membres d'équipage à réparer justement ces planètes, en fait ils auraient le rôle de healer, quoi, tu vois, genre traditionnellement dans un MMO, quoi. C'est-à-dire qu'ils resteraient, collés à leur planète ou à leur starbase de choix, quoi. Et ils passeraient leur temps soit à transporter des repair kits pour assurer que la planète est ravitaillée, ou alors à lui redonner des points de vie pour pas qu'elle passe en Fallen, quoi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est une question à poser. Et c'est une question importante. C'est une question très importante. Parce qu'à nouveau, au niveau de l'organisation et de la stratégie qui sera mise en place au moment où une faction prendra possession d'un système stellaire, eh bien, toutes ces choses-là, elles devront être... Ah, on t'a perdu, Morpheus. Ton micro a fait un délire, là. Ouais, est-ce que c'est revenu? Ouais, c'est revenu. Ouais, c'est bon. Ouais, je disais que, justement, quand une faction prendra possession d'un système stellaire, toutes ces questions-là vont être importantes, puisque... justement, en anticipation de la défense de ce système, si c'est un système vraiment sensible, vraiment précieux, voilà, elle pourra justement installer des points de ravitaillement, réfléchir à ces histoires, comme tu dis, de guérir la planète, en tout cas si cela est possible. Donc c'est vraiment une question importante à poser. Yes. Donc voilà, du coup, ça achève un peu cette review de toutes les mécaniques de combat, en tout cas de ce qu'on en sait maintenant dans le manuel autour de Sage, que ce soit donc les sièges, les combats de vaisseau à vaisseau, le respawn. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on passe dans la partie un peu plus débat du brou, savoir un peu est-ce que vous avez commencé à réfléchir à tout ça? Il y a quelques questions qui me trottent dans la tête. Que ce soit au niveau des compétences, des flottes, ou même du méta un peu PVP plus général. Et ce que je suis en train de me dire aussi, alors qu'on vient de terminer là, cette analyse du combat dans le manuel Sage, c'est que on pourra peut-être faire même un deuxième peut-être brou autour de ça, parce que là, on va bientôt arriver à la fin de notre heure de brou. Donc selon où on en est, on peut aussi choisir d'aborder encore ce sujet la semaine prochaine, parce que c'est un sujet très très riche, et puis en profiter pour poser justement quelques questions clés dans la Foundation Room ou directement à Santi, ou Darwin qui pourra aller creuser là auprès en interne pour avoir des réponses. Ouais, parce qu'on a quand même posé quelques questions intéressantes sur
super, sur super le... importante. Ouais. Super importante, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ce Il y serait avait bien cette d'avoir question-là, donc des... sur les planètes. Et c'était quoi l'autre question déjà? Il y avait une autre question là aussi que tu avais évoqué, un questionnement. C'était quoi déjà? c'est pas C'est un sur le nom, Daniel. respawn ou je sais pas quoi. Voilà. Euh... Ouais, je sais plus. On le réécoutera, écoute. Mais Ouais, on réécoutera, ouais. Mais ouais, et puis comme on peut aller poser les questions en interne un peu, ça sera l'occasion. Ouais, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses super intéressantes à débattre. Moi, c'est vrai que c'est pareil, j'ai pas mal regardé, comme sûrement beaucoup d'entre vous, les tableaux des valeurs et des spécifications au niveau des différents types de vaisseaux et au niveau des constructeurs. Et justement, ça pose plein de questions sur les différents builds, les différentes constructions de flotte qu'on pourra déployer. Parce que récemment, on a par exemple vu sur la marketplace le prix du X4 qui a fortement augmenté, bon, qui est sûrement dû au fait que le X4 est utilisé dans la showroom, voilà, que c'est le vaisseau de course et de PvE dans la showroom. Mais je pense aussi qu'il y a de l'anticipation sur Sage et que c'est le vaisseau XXS de combat, voilà, pour l'instant, qu'il y a sur le marché, puisque l'autre vaisseau de combat, c'est un bombardier, c'est le Unibomba. Et après, on a des vaisseaux de course avec l'Opal Jet et puis le Vesus Solo. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se préparent à déployer des flottes de X4 au début. Et puis là aussi, il y a toutes ces questions qui vont être soulevées au niveau de la répartition des points de privilège. Donc selon le rang de votre compte, c'est-à-dire votre rang de conseil, vous avez un certain nombre de points de privilège que vous pouvez dispatcher pour développer différents gameplays dans Sage. Et au niveau du combat et au niveau des flottes, il y a cette répartition des points entre est-ce que je répartis des points pour augmenter mon nombre de flottes ou est-ce que je répartis des points pour augmenter le nombre de vaisseaux qui peuvent être au sein d'une même flotte. Et ça soulève pas mal de questions là-dedans. Ouais, c'est ça. Bah, je vais te dire très concrètement, moi des X4, j'en ai repris. Hein, du coup, j'en avais un que j'avais eu comme ça, que j'avais pris pour le showroom en fait. Puis je me suis rendu compte que niveau XXS, j'avais pas grand-chose. J'avais eu des trucs que j'avais eu dans des giveaways machin. Et puis au final, je me suis dit, bah, ce qu'il me faut, c'est des X4 quoi. Donc j'en ai repris quelques-uns en plus là, pour justement pour le début de Sage en fait, parce que je me dis que je gagnerais plus à faire ça qu'à les prendre en rent, tu vois, ou un truc comme ça, genre, enfin, je sais pas. Oui, Bref, parce qu'effectivement, c'est j'ai quelque chose participé qui au pump. c'est quelque chose qui est pondéré, comme tu dis, par le fait que on pourra Hmm, emprunter des vaisseaux via le programme de progression de commandant. c'est ça. Mais comme moi, C'est-à-dire quand perso, vous avez des... ouais, perso, je compte Ouais, jouer beaucoup. Donc, je pense qu'au début, j'aurais ouais, tout intérêt à les sortir de score, mes X4, plutôt que de prendre des trucs en rental, quoi, tu vois. Enfin, pour vraiment optimiser, quoi. ouais, Genre, c'est ce qui me manquait, ouais, les XXS, quoi. ouais. Mais parce que, par exemple, si j'ai... parce que, par exemple, tes médiums, tu pourras pas les sortir tout de suite. Donc, tu auras des points de CPP, donc de Commander Progression Program. Et donc, ces points de Commander Progression Program, tu pourras très bien... Alors, je vois, par exemple, pour un vaisseau médium, on reçoit 10 points de CPP. C'est ça. Et un vaisseau prêté par le Conseil de la paix de taille XS, il coûte 1 point. Ça veut dire qu'avec un vaisseau que je stack dans Score, je peux donc passer sur les revenus d'Atlas, c'est-à-dire dire, bon, ben, je fais une croix sur mes revenus d'Atlas et j'utilise les CPP pour emprunter 10 X4, par exemple. Oui, mais plus tu utilises de CPP, plus tes revenus de score vont baisser aussi. Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais je me dis, les Donc revenus de score, ils sont pas après, tu terribles non vois, plus, ça quoi. c'est le calcul qu'on n'a pas encore. Combien exactement est-ce qu'on va pouvoir gagner en termes de rendement sur Sage, sachant que ça va être différent pour chaque joueur. Hein. Ça dépend de combien de temps tu joues. Ça dépend de si tu optimises à fond tes déplacements, tes machins et tout pour gagner le plus de points de loyauté possible. Un joueur très mauvais dans Sage sera genre peut-être pas rentable, tandis qu'un mec qui optimise tout à fond et qui a vraiment tout compris, machin, sera genre super rentable, on sait pas. Où se trouvera le juste milieu Non, entre les non, deux, tu vois? On ne sait pas. Pareil,
on sait que ça va diminuer les rendements de score d'utiliser les points de ces CCP, CPP. Mais Ouais, mais franchement, les de rendements de combien? score, ils sont misérables, quoi. Je veux dire, en ce moment, ils sont misérables, les rendements de score. Ah C'est non, ce on que je sait me pas, dis, hein, c'est ça se que trouve, non, mais ça se trouve, ce sera pire dans Sage, oui, ça, bah, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. oui, je sais bien, mais je me dis, même si c'est pire dans Sage, enfin, ouais, moi, si je veux dire passer sur 2 dollars de rendement, je m'en fous, quoi. Tu vois, je préfère emprunter des vaisseaux. Mais c'est vrai que je fais pas autant de calculs et autant d'analyses peut-être que certains, quoi. Et que je me dis, ouais, bon, bah, tant pis, hein, si je fais l'impasse sur les 2 dollars que me rapporte un médium chaque mois, enfin, j'exagère, hein, je dis n'importe quoi, mais je sais qu'en ce moment, ça rapporte pas grand-chose. Après, avec Sage, peut-être que il va se passer des choses au niveau du prix de Ben, l'Atlas, moi, etc. j'espère Donc, justement que pour les joueurs qui seront actifs au moins, qui vont vraiment mettre hmm. des heures dans le jeu, qui seront récompensés dans le sens que ça rapportera plus que ce que rapporte Score actuellement, quoi. Sinon, ça n'a aucun Hmm. intérêt et j'ai du mal à les voir attirer des gens dans un jeu dans lequel tu peux mettre des heures et que ça te rapporte moins que de faire du passif, en fait, tu vois. Enfin, du passif. Parce Faut que, quand même en plus revenir effectivement, ravitailler ouais. sa flotte. Ouais. Après, ce qui est important, effectivement, ce que tu précises, c'est en jouant beaucoup. Parce Oui. que ce qui a été aussi dit là dans la Foundation Room, c'est que les revenus de Sage et de Score seraient à peu près équivalents au début. Mais ça prend pas en compte ce fait pour quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, hein, qui jouerait 20 heures par jour, quoi. Effectivement, que là, il y aura peut-être un. Mais à mon avis, pour moi, ça rejoint à nouveau, si tu veux, cette idée de Star Atlas, que Star Atlas ne cherche pas à être un play to earn dans le même sens que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire que la motivation première pour que les gens viennent dans Star Atlas ne sera pas le fait de faire du rendement. Ça sera le fait que le jeu il est fun. Alors c'est un sacré challenge, hein. Il n'est pas encore gagné. Mais pour moi c'est hyper important justement qu'il y ait cette approche-là et qui justement va attirer pour moi justement des gens qui ne sont pas potentiellement trop investis dans la crypto, etc. Parce que là, à nouveau, nous, on parle en tant qu'initié, en tant que personne qui calculons tous ces rendements, des personnes qui savent faire du staking, voilà, qui utilisent la finance décentralisée, donc qui maximisent, on va dire, les choses dans tous les domaines. Mais je pense que ce qui est important, c'est que justement, ça puisse amener les gens vraiment sur le côté jeu et que le reste, ça soit qu'une petite cerise sur le gâteau qui te permette éventuellement d'acheter des ressources, de faire tourner ton truc. En tout Ouais. cas, dans un premier temps, moi, c'est ce que je vois. Après, à long terme, Après, tu évidemment, vois, tout est possible. alors je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même. Enfin, au bout d'un moment, tu développes un jeu en Web 3. C'est l'intérêt du Web 3 par rapport au Web 2 et au jeu, on va, entre guillemets, pour le fun, c'est justement cette économie Mm. real cash et le côté qu'il y a au moins moyen de faire un peu de rendement dessus, quoi. Sinon, franchement, autant faire un jeu normal, quoi. T'as pas besoin de te faire chier avec la blockchain, quoi. C'est clairement ce Ouais. qui attire les gens là-dessus. Donc, les gamers normaux, ils viendront si le jeu est fun. Mais si le jeu est fun et qu'en plus le côté blockchain fonctionne, Mm. bon, bah, tu vois. Enfin, des, Mm. on peut pas se sortir de la tête que c'est quand même l'attrait principal de Star Atlas par rapport à un jeu normal, tu vois. Genre, c'est, ça reste quand C'est même au intéressant. centre du truc. C'est Sinon, intéressant. Je bah, pense que ça serait. ouais. Je pense que ça serait vraiment un débat à avoir. On Mm. pourrait se faire ça sur YouTube parce que moi, pour moi, je vois vraiment ça différemment. Alors après, je suis peut-être une Attention, hein, je dis exception pas dans que l'ensemble. je dis pas que c'est le seul attrait, que Star Atlas n'a pas de qualité en dehors de ça. Oui, oui, on est Je dis d'accord. On est d'accord. que Ouais. t'as pas besoin de te faire chier avec le développement blockchain si t'as pas de rendement derrière, quoi. Enfin, c'est ce qui pousse les gens à venir là-dessus plutôt que sur Star Citizen ou Elite Dangerous par exemple, tu vois, qui sont les concurrents principaux. Ouais, j'avais bien compris, mais justement, je pense qu'il y aura un débat là-dessus parce que Mm. j'aurais peut-être des théories un peu différentes. Mais pardon, j'ai fait dévier le sujet là complètement. En plus, bon, on est en train de passer la barre des 1 heure. Est-ce que tu veux C'est encore ça. ajouter quelque chose et puis Bah, moi, après j'aimerais peut-être on savoir va. si justement, on a beaucoup blablaté honnêtement sur ce groupe. Est-ce Ouais. qu'il y a des gens qui ont des questions sur la question, enfin sur les sujets de mécanique de combat, des idées qu'ils aimeraient partager, quelque chose. On a un peu Bon alors monopolisé en vrai sur celui-là. on va dire qu'on prend encore 10 minutes s'il y a des gens qui ont des Ouais, questions. ouais. Voilà. Et après, Bah après, c'est freestyle.
comme d'hab, quoi. Après, c'est freestyle. Et puis, éventuellement, ce qui pourrait être sympa, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent après, vous les notez, vous nous les envoyez, et nous, on les traitera dans le... Non, vous les gardez, vous, pour les traiter dans le prochain brew, quoi. Pour Mm. qu'on vous entende parler un peu. Donc, ouais, est-ce qu'il y a des questions, donc, comme dit Winston? Moi, j'ai une question. Oui, tendu. Je me dis, c'est-à-dire que si tu as un Opal Jet Jet, et que tu vois un Rainbow Home qui passe, tu peux l'engager et tu le bloques pendant 5 minutes. Non, alors, tu le bloques. En fait, à partir du moment où tu engages quelqu'un, il est bloqué. Il peut plus sortir. Mais c'est énorme, ça. Ouais, donc c'est. Oui, En mais fait, pas c'est 5 c'est minutes. l'équipe. Pas 5 minutes. Pas 5 5 minutes. minutes max. Les Ouais, enfin 5 bon, minutes... tu t'es bloqué par un Opal le temps que la flotte arrive. Non. Attends, C'est mal, quoi. même pas. C'est pas enfin, c'est 5 minutes max. Mais Si s'il les y a gens d'autres rejoignent. flottes qui viennent en renfort, s'il y a des joueurs qui rejoignent, c'est-à-dire que, mettons, toi, tu vas le bloquer la période. Je dis n'importe quoi, hein, parce qu'on ne connaît pas encore les chiffres. Mais mettons que la période de grâce, elle soit de 20 secondes, ok, ou de 30 secondes. Eh bien, si au bout de ces 30 secondes, il n'y a pas une autre flotte qui arrive, eh bien, le combat est déclenché. Maintenant, s'il y a une autre flotte Pas qui arrive, forcément, qui se joue au d'ailleurs. combat, oui, pas forcément si l'autre y fuit. Mais s'il y a un autre vaisseau, une autre flotte qui se joue au combat, ça rajoute 30 secondes, etc., Oui, mais ça, peu jusqu'à importe. arriver à 5 C'est-à-dire minutes. que tu peux bloquer un transporteur juste avec un vieux vaisseau à la con, quoi. Ouais, pendant 30 secondes. Alors, dans Mais ton c'est énorme, exemple que parce tu qu'on ne donnes, rendait pas est-ce que tu peux bloquer un home, hein, donc ouais, le transporteur avec un Opal Jet peut-être, on sait pas. Tu vois, ça, c'est le problème. Parce C'est qu'un le truc Opal qui seront à Jet, tester. Mais, techniquement, t'es plus agile. t'es tu vois. plus agile, ouais. Donc, normalement, tu serais capable de suivre un home, quoi. Et même si tu perds ton Opal Jet, au pire, c'est un truc qui vaut que C'est dalle. quoi. ça. Donc, ça se trouve, oui, ce sera une vraie tactique de balancer des vaisseaux de merde juste pour tacler, en fait. Et, Ah ouais, même ce que je choisirais, après, hein, soit je dis ça. Hein. tu balances le Avec des reste. vaisseaux de merde. Ouais, tu veux dire le bloquer et puis. Ouais, tu bloques juste que le temps que tu rentres ta flotte et que tu arrives pour le ganker. Mhm. Mhm. Donc, grosso modo, ça voudrait dire que par exemple, tu as 5 flottes avec chacune un seul Opal Jet dedans. Enfin, 5 flottes, je dis n'importe quoi, ou plus. Enfin, même 2, ça pour suffit. pouvoir, hein. pour 40. pouvoir en fait relancer le timer jusqu'à 5 minutes, par exemple, Ouais, c'est pour ça. gagner un maximum de temps. Le temps que Ouais. la arrive. Parce C'est que ça. mettons que si la période de grâce, elle fait 30 secondes, là, ça veut dire qu'il faut quand même que tu es dans le secteur 10 flottes à ce moment-là pour arriver à 5 minutes. C'est faisable, hein. Si ta flotte, au Ah, final, non, c'est faisable. Hein. tu peux avoir 10 flottes, mais au final, c'est pas non plus 10 flottes que tu dois gérer, genre H24, quoi. C'est genre, tu t'en sers juste, tu balances un vaisseau, tu vois. Et genre, après, tu t'en fous, quoi. Genre, parce que ce qui compte, Ouais, c'est ça, ta tu vraie peux flotte. bloquer avec- 5 minutes. Moi, je trouve ça. Je crois vraiment, il va y avoir l'exploit. Hein. Enfin, moi, je te dis, hein, moi, je vais le faire. Bah, c'est même pas de l'exploit, en fait. C'est juste une strat selon les mécaniques de jeu, quoi. Donc, ouais, non, ça a du sens, hein. Au final, tu Genre, vois, t'imagines le mec- c'est le genre de t'imagines le méta mec qui qui- va se dégager des règles qu'ils ont fait, quoi. Tu vois, t'imagines, il y a un mec qui se balade dans CF, il se prend pour un dingue. Tu bloques, tu appelles tu contactes tous les leaders d'alliance pour former la plus grosse flotte pour aller ganker, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais après, tu vois, ça, tout le monde va le savoir, du coup. Donc, tu vas pas te ramener la fleur au fusil dans n'importe quel système en sachant que tu vas tout de suite te faire bloquer par un Opal Jet, tu vois. Donc, à mon Ouais, avis, mais ça en va fait, être. Le truc, c'est que, en fait, si les renforts ils viennent, ils peuvent se faire intercepter aussi. Ouais. Tout à fait, ouais. Et puis, la flotte de la personne que tu as bloquée, elle aussi, elle peut recevoir des renforts. Oui, sauf si tu interceptes les renforts. Ça, donc en fait, ça va être une guerre de qui a le plus de tacleurs, on va dire, et plus de flotte après pour venir taper, quoi. Donc ça va être. Et puis là, ouais. dans cet exemple-là, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Moi, je dirais peut-être plus un Fimbul BIOS Packlight, parce que le Rainbow Home, c'est un vaisseau qui est très très agile. C'est un des rares vaisseaux qui a 2 propulseurs de manœuvre Ouais. et qui, à mon avis, va être très agile Mais est-ce pour qu'il est sa classe encore de taille. plus agile qu'un vaisseau qui fait genre 2 tailles de moins, Alors, tu vois? Attention, parce que est-ce que cette histoire d'évasion, ça va être agilité contre agilité, ou est-ce que ça va être une autre métrique, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, les canons légers ou voilà les différents weapon hardpoint contre l'agilité. Moi, je suis pas sûr que ça soit agilité contre agilité, parce qu'agilité contre agilité, c'est pour déterminer l'initiative du combat. Ah, Donc, moi, on j'ai sait pas compris que encore. c'était que la J qui déterminait
ta chance de C'est fuir. c'est le trust. Oui, mais t'as forte de fluide par rapport à Ah quoi? oui, Par non, je rapport vois à ce que tu veux l'agilité, dire. tu vois? Mm. Non, je pense pas. Je pense pas Si que t'as plein de canons dans la light, perspective. peut-être que ça peut jouer sur la chance de Voilà, c'est fuite ça. du mec en face, même s'il est plus petit, quoi. C'est ça. Et ça veut dire aussi. inversement, pardon, vas-y. Ouais, non, je voulais dire, ça veut dire aussi que tu peux bloquer les renforts ennemis qui peuvent venir. Tout à fait, ouais. Tu S'ils les sont attends à la interceptés, sortie des Starpath. Oui. Mais alors attends, parce que du coup, les Starpath, ça va peut-être pas être tant utilisé que ça, parce que tu as aussi l'option de dépenser plus de carburant, mais de sauter directement avec ton vaisseau, ce qui Mais te ça, je crois que permettrait c'est que d'arriver à peu près n'importe où dans Ouais, le mais système. ça, En fait. ça c'est que de Starbase à Starbase. Tu pourras pas jumper n'importe où, je pense pas. tu Ça pourras serait pas beaucoup jumper trop facile. n'importe où, Bah, puisque justement, pour le tout ce qui Homme, est, il est un peu décrit comme ça, hein, le Rainbow Homme, par exemple. Si tu lis la description, c'est justement ce vaisseau qui te permet de faire des sauts beaucoup plus longs que la plupart des autres vaisseaux, tu vois. Donc après, ça va dépendre des Alors, spécifications de chacun, mais oui, c'est ce que tu dis, Winston. C'est-à-dire qu'on va pouvoir C'est le faire warp, des oui, je suis sauts. d'accord. On va pouvoir warper je pense sans qu'il y a des passer vaisseaux par les qui vont... Stargates. Les Ouais, Stargates, elles maximisent le warp, en fait. En fait, ça veut dire Elles que le tu vas rendent plus plus loin, en fait. intéressant. ouais, Pas c'est ça. En forcément. fait, là, Et le moins cher, Starpath, surtout. C'est moins cher. voilà, le Starpath réduit ta consommation de carburant, mais je pense qu'il y a des vaisseaux qui vont pouvoir warper sur plusieurs systèmes à la fois, quoi, par exemple. Tu vois. Ouais, mais ça, justement, ce que j'ai compris, c'est de Starbase à Starbase. Tu peux pas Ah, tu veux passer dire du que tu vas système pop 1 au système 3 directement, directement sans le Starpath. Ah, j'ai T'es pas obligé de compris passer ça, par le moi. Tu veux dire- Starpath. J'ai Enfin, pas attends, compris. Ah, si tu c'est veux comme dire sur Rêve, quoi? c'est pas Rêve, mais Tu sur Rêve, veux c'est dire comme quoi? ça. Au niveau des Stargates ou au niveau du warp, tu parles quand tu dis Alors, en fait, Starbase? tous les systèmes sont reliés par des Starpaths. Enfin, ou des Stargates, ce que tu veux. Si par exemple, tu te fais tacler au système 3, pour pouvoir te recoller, je suis obligé de passer par les 3 systèmes d'avant. Soit je passe par ce qu'on appelle un bridge, mais du coup, il faut que j'arrive à la station la plus proche de toi. Mais moi, j'ai pas Alors, compris que tu pouvais bridger directement sur un Moi, point. en lisant le alors manuel attends, et en regardant les captures d'écran de Sage là, qui nous ont montré, pour moi, ça voudrait dire que par exemple, tu es dans une ceinture d'astéroïdes, tu prends ton vaisseau, tu peux lancer un warp de ta ceinture d'astéroïdes et atterrir dans un endroit un peu au pif dans le système d'à côté, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Donc tu vas pas pop sur la Mais Starbase je forcément. pense Quoi. que tu peux warper d'un point vers un autre, mais dans le même système. non, moi je pense que tu peux. Bah, si c'est comme sur Stellaris, normalement, c'est comme ça. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu veux Parce qu'en dire que Stellaris, tu tu peux es. pas. Tu vois ce que je veux dire, ou pas? Oui, c'est-à-dire Et que même dans tu Stellaris, peux tu as plusieurs warper. moyens de changer de système aussi. Donc, Oui, tu passes par les Starpaths, t'as pas le choix. non, justement, tu peux Non, aussi. non, tu Ça dépend, passes t'as par les plusieurs différents points. modes. Non, tu passes par les différents points. C'est plus long. Ça va être sûrement plus long, plus gourmand en carburant, mais tu peux passer d'un système à un autre en warpant sans passer obligatoirement par une Stargate. Mais si tu passes pas par une Stargate, tu passes comment alors? Tu lances le warp Bah, sur tu ton warp. vaisseau directement. Comme dans Star Wars, quoi, tu vois, comme dans le. Voilà, comme dans Star Wars, quoi. Ouais, Le tu vaisseau, fais le il se faucon met Millennium. en vitesse lumière ou les gros croiseurs de l'Empire, et puis accompagné des petits X-Wing à côté, puisque justement, tu pourras inclure dans ton warp des vaisseaux qui ont une capacité de warp inférieure. Non, tu peux warper sans utiliser les Stargate et faire des sauts qui peuvent Non, être mais conséquents. j'ai compris que tu peux warper. Mais la question, c'est est-ce que tu peux warper d'un système vers un autre? Oui, Ouais, bah oui. Oui, c'est juste ça que warper sera d'un moins système à direct. l'autre va te consommer plus de carburant que d'utiliser le Starpath. C'est ça le principe du Starpath en fait. C'est pas uniquement un point. En fait, le but des Starpaths, c'est pas forcément de créer des goulets d'étranglement, tu vois, où tout le monde doit passer pour passer d'un système à l'autre. C'est un truc qui te permet de voyager moins cher et qui t'encourage donc à développer les Starbases pour créer ces espèces d'autoroutes qui te permettent d'acheminer des ressources et des vaisseaux moins chers, quoi. Mais tu as toujours cette possibilité. Parce qu'au début, il n'y aura pas de Starpath. Donc tu seras bien obligé de warper d'un système à l'autre avec ton vaisseau. Puisqu'il n'y aura pas de Starbase forcément dans les systèmes non claim, tu vois. Donc tu seras bien Ouais, mais obligé du coup, d'aller les explorer, ces systèmes, avec ton vaisseau. mais- Avant de poser une Mais en fait, Starbase les systèmes, de ils sont zéro. pas Quoi. reliés à la même distance, tu vois ce que je veux dire? Pardon? Tu peux pas, par exemple. Enfin, sinon, si t'es en train de me dire qu'en gros, c'est que je peux traverser tout le bout de l'univers en un seul saut. Non, parce que tu auras plus de Non, bah carburant. justement, au bout d'un moment. puis ça va dépendre de la capacité de warp justement de ton vaisseau. Mais mettons que tu as un système, tu veux warper entre un système X et un système Y,
eh bien, mettons qu'entre ce système X et ce système Y, tu dois passer par le point A, B, C, D, E. Voilà. Donc, quand tu vas faire ton warp, ça va t'obliger de passer par ces points A, B, C, D, E. Maintenant, si dans chacun de ces systèmes, il y a une Stargate, ça veut dire que là, tu warp de la Stargate à la Stargate, et donc tu n'as pas à passer par tous ces points A, B, C, D, E. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus économe en carburant. En Mais fait, tu vas quand même warper, quoi. je pense que ce qui fait C'est-à-dire, confusion, c'est parce qu'on n'a pas abordé le système des déplacements qui est dans le manuel et donc les concepts de ouais, dark sector aussi. Parce que tu as les systèmes et ouais. tu as ce qu'on appelle le dark sector, les espaces sombres, qui sont donc ces espaces de vide en fait entre les systèmes où ton vaisseau va devoir passer pour voyager. Donc tu peux te faire agresser dans ces trucs-là aussi parce que ton vaisseau en fait il a une limite de carburant. Donc forcément tu peux pas non plus aller. Imagine un cercle autour de ton vaisseau en fait qui te dit bon bah voilà t'as ton carburant, tu peux aller jusqu'à telle distance, donc ça te permet d'atteindre tel système ou tel système. Et bah, si tu te retrouves entre les deux, bah, t'as plus le choix de respawn ou d'appeler les secours quoi. Tu vois. Enfin c'est il y aura donc c'est pas juste point A à point B, tu vois, ton vaisseau va vraiment parcourir une distance. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, parce que tu vois, moi, quand je regarde le warp, il y a marqué tiles. Tu vois. Mais les tiles, moi, j'avais compris que c'est les tuiles sur ton truc. Ouais. Mais t'as plein de tiles dans un système en fait. Ouais, dans un système. Mais dans un système à l'autre, il y aura aussi des dark sectors entre les trucs qui ont des tiles aussi, tu vois. Donc, enfin, ça va te faire un chemin qui va te déterminer combien de carburant tu as besoin pour aller du point A au point B, quoi. Mais c'est tout l'avantage, par exemple, bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais c'est tout l'avantage, et ça avait justement été soulevé dans les Atlas Brule anglophones, c'est tout l'avantage, par exemple, d'un Titan. Un Titan, un vaisseau Titan qui va pouvoir justement, lui, faire ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire sauter d'un point à l'autre de la galaxie, quoi. Voilà, qui Oui, aura ça, cette c'est Breach. capacité immense sans passer par une Stargate, hein, c'est-à-dire, Ah ouais. parce qu'il a cette capacité de saut immense. Et après, effectivement, comme dit Winston, il y aura certains vaisseaux qui seront des bons warpers, dont justement le Rainbow Home, quoi. Bon, les amis, je suis obligé de vous couper dans ces élans de théorie crafting qui sont super intéressants. Mais toutes ces questions-là, moi, je vous invite vraiment à y réfléchir, à les noter et puis à les ressortir sur le brou précédent où on sera peut-être vigilant justement à laisser plus de place à d'éventuelles questions que vous pourriez préparer pour la semaine prochaine, ce qui serait sympa. Et puis avoir aussi, comme disait Winston, vos points de vue sur comment vous pensez composer vos premières flottes, comment vous pensez progresser justement avec les rangs de conseils et répartir justement vos points dans la perspective d'être le plus efficace possible au combat, quoi. C'est ça, et puis on va poser des questions à la Foundation Room aussi sur... Ah, je me Ouais. souviens la question qu'on voulait poser. C'était sur les... Est-ce que les Non. factions peuvent se taper entre elles? Est-ce qu'une même faction peut se taper entre elles en soutenant Oui. deux côtés différents de la Exact. flotte, quoi. Et voilà, donc ça c'est des Exact. questions qu'on, je pense, du coup, on avait prévu quand même pas mal de sujets de débat là, mais bon, ouais, c'est vrai qu'on a un peu traîné. Ça fera le sujet du prochain brou, on va un peu revenir sur tout ça, et puis justement être plus dans le Ouais, le puis théorie crafting, la spéculation sur ces mécaniques de combat. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les guildes aussi? Monofaction, guilde interfaction, comment ça interagit dans une bataille? Euh, Justement, ces types de dégâts, ce truc pierre, feuille, ciseaux entre les vaisseaux, comment est-ce qu'on peut agencer ça dans des flottes? Est-ce qu'il vaut mieux tout mélanger dans une flotte? Est-ce qu'il vaut mieux faire une flotte mono-dégâts? Qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur qui aurait genre pas beaucoup de vaisseaux, juste peut-être un ou deux vaisseaux? Qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur qui en a un paquet? Euh, Tout ça, c'est des questions qu'on va aborder dans le prochain, je pense. Je vais essayer aussi de faire un peu plus de recherche approfondie sur justement les différents modèles de vaisseaux dans les différentes tailles, évaluer leurs forces, leurs faiblesses. Donc ça, ce sera tout un gros sujet aussi. On va poser des questions dans la Foundation Room et tout ça pour essayer d'avoir des petites infos si on peut, des trucs officiels, non, quoi, mais pas juste spéculer dans le vide. c'est simplement que les choses sont hyper denses, quoi. C'est que plus on creuse et plus on étudie justement ces premières informations qu'on a sur la première, et c'est ça, je le rappelle, là, on est en train de parler de la V0 de Sage.
Et c'est bien précisé au début du manuel. Donc, on n'est même pas en train de théorie crafter sur la V1, V2 et V3, quoi. Là, on est vraiment sur la V0 et déjà, on voit toute la densité et toute la profondeur qu'il y a rien que là-dessus, quoi. Donc yes. Bon, bah écoutez, on va clore ici. Hein. On C'est va ça. clore ce Merci à tous. brou-là. Hein. Merci. Merci d'être Voilà, ouais, merci. au rendez-vous chaque semaine. Atlas Brew Merci. francophone, Merci à vous. Discord officiel Star Atlas, tous les jeudis 20h. Merci si vous regardez aussi la rediff sur YouTube. Hein, n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. C'est clair. Merci c'est à clair. vous. Merci à tous. Et puis, rendez-vous semaine prochaine pour le numéro 11 où on va continuer sur le combat. Allez, force et honneur, les amis.